Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues et chers auditeurs en ligne, l'habitude à l'Académie est de commencer au moment de la cloche, ou 3 minutes après. On a laissé passer un tout petit peu plus de temps depuis la cloche. Je vois que le fait d'avoir attendu permet à la salle de se remplir. Et je déclare donc ce colloque ouvert. Et j'appelle pour le lancer le président du curatorium, le professeur Yves Daudet. Madame la Présidente de la Cour internationale de justice, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers alumni, because je crois qu'il y en a dans la salle, le dernier colloque qui a été tenu par l'Académie de droit international, c'était pour un centenaire, déjà. Nous ne sommes pas spécialisés dans les centenaires, mais enfin, il se trouve que le précédent colloque était pour un centenaire qui était celui de la deuxième conférence de la paix tenue à La Haye et qui a été intitulée « Actualité de la conférence de 1907 » et qui comprenait les textes adoptés. Évidemment, l'Internet existait certes déjà, et les ordinateurs aussi, mais le public était moins familier de son utilisation et ça présentait un certain intérêt de publier les textes. Évidemment, aujourd'hui, on ne procéderait plus de cette manière-là. Et ensuite, nous n'avons plus eu de colloques parce que le curatorium a remarqué que dans les colloques scientifiques qui se tenaient un peu partout, d'abord il y en avait beaucoup, et petit à petit l'audience se réduisait. Elle se réduisait à peu près à ceux qui intervenaient. Donc c'était une sorte de discussion interne entre tous ceux qui parlaient dans le colloque. Mais il n'y avait pas d'audience finalement, il y avait très peu de monde. Votre nombreuse présence aujourd'hui montre que l'Académie exerce une attraction. Je ne peux que m'en réjouir en vous remerciant d'être là. Alors aujourd'hui, c'est donc un autre centenaire que nous célébrons par ce colloque. Et il n'est pas sans rapport avec celui que je viens de citer, parce que l'Académie, on l'a dit hier beaucoup, elle s'inscrit dans ce mouvement d'ensemble de la fin du 19e et du début du 20e siècle, la première moitié, disons les premières années plutôt du 20e siècle. Et ce mouvement qu'on a dénommé à l'époque avec beaucoup d'enthousiasme et une certaine naïveté par la formule bien connue de la paix par le droit, aujourd'hui nous restons attachés à la même formule, mais elle est autrement interprétée et de manière plus concrète, plus réaliste et plus efficace sans doute. Alors dans cette entreprise d'aujourd'hui, l'Académie et le podium est ainsi conçu, il est encadré par 2 protecteurs que je citerai dans l'ordre de la chronologie. D'abord, grâce à son président, auquel je remercie beaucoup d'être venu, l'Institut de droit international. Parce que l'Institut de droit international, il est finalement le premier à avoir pensé à une académie. Bon, ce n'était pas très précis comme projet, mais en même temps qu'il a été créé, a été évoquée l'idée d'une académie qui ensuite fera son chemin. Comme toutes les bonnes idées, c'est un peu long à réaliser, mais la maturation est certainement une vertu. Et donc, célébrer ce centenaire, c'est aussi célébrer l'appui que l'Institut a donné le mouvement de départ qu'il a donné à l'Académie. Et la présence de son président aujourd'hui montre que l'Institut n'a pas perdu d'intérêt et continue de soutenir notre Académie. L'autre pilier, c'est la Cour, bien sûr. C'est la Cour qui n'est pas seulement une voisine géographique. Et la présence de sa présidente et de nombreux juges de la Cour, je l'ai dit hier, mais je me permets de le répéter, est pour nous un gage, enfin un encouragement d'abord, et le gage de la continuité que la Cour
a toujours montré dans son intérêt, dans son soutien à l'Académie. Et je ne le répéterai jamais assez, je l'ai souvent dit dans diverses enceintes, sans la Cour, sans le soutien de la Cour, sans l'attitude et la disponibilité des juges à l'égard de l'Académie et à l'égard de ses étudiants, l'Académie ne serait pas grand-chose. Elle ne serait en tout cas certainement pas ce qu'elle est aujourd'hui. Par conséquent, ces deux piliers, je leur exprime une très grande gratitude. Et en effet, il y a aussi la coïncidence des dates de la période des ouvertures. Dans ce bel été 1923, la Cour, qui a déjà rendu quelques avis consultatifs, rend la fameuse affaire du Wimbledon et l'Académie ouvre ses portes. Et elle ne les refermera plus, sauf pendant la triste période de l'occupation, où matériellement il n'était pas question que l'Académie puisse continuer à exercer ses activités, mais elle reprendra sitôt la guerre terminée. Et elles ne se refermeront plus, ces portes, même à une période récente de la pandémie de la Covid, où beaucoup d'institutions ont cessé ou ont très difficilement fonctionné. L'Académie peut s'enorgueillir, et là, c'est vraiment un hommage que je dois rendre au secrétaire général et à toute son équipe. Elle n'a pas cessé de fonctionner. Elle a fonctionné autrement, bien entendu, on ne pouvait pas se réunir, ce n'est pas possible. Nous avons fonctionné, ça a été évoqué hier, grâce aux possibilités techniques de l'enseignement à distance. Ça ne valait vraiment pas la présence à La Haye, parce que justement, il manquait la rencontre physique avec la Cour, avec les juges, et puis avec d'autres orateurs qui viennent s'exprimer dans nos locaux, beaucoup de diplomates, des hommes politiques, etc. Donc tout cet environnement, et je ne parle pas de ce qui est évident, l'environnement social, le merveilleux contact que les étudiants peuvent entretenir avec des gens d'autres nationalités. J'ai souvent dit que, finalement, l'auditorium de l'Académie, quand il était plein, c'était un peu l'Assemblée générale des Nations Unies, finalement. Il y avait beaucoup de nationalités, et c'était donc pour tous ces jeunes une expérience qui peut-être pour certains d'entre eux se renouvellera et sera leur métier, mais pour beaucoup d'autres une expérience qui ne se renouvellera pas, d'être en contact avec tout le monde. Alors ce colloque s'inscrit dans tout ce contexte et dans cette célébration du 100e anniversaire. Ce colloque, il a été rendu possible grâce à sa conception, a été rendu possible grâce à l'inventivité cumulée du juge Tomka, qui a présidé le comité qui a été chargé de la préparation du centenaire, et celle du secrétaire général, le professeur Touvenin, qui est un travailleur infatigable et un juriste talentueux, auquel je laisse le plaisir dans un instant, dans un moment, de commenter l'articulation des sujets nombreux qui ont été mis à l'ordre du jour. Je vous remercie. Excellences, Madame la Présidente de la Cour internationale de justice, Monsieur le Président du Curatorium, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis. C'est sympathique de la part de la jeune centenaire qu'est l'Académie de droit international d'avoir convié le président du encore plus chenu Institut de droit international à prononcer quelques mots en ouverture de cette séance inaugurale qui va célébrer le 100e anniversaire donc de notre illustre petite sœur. C'est d'autant plus émouvant que, comme l'a rappelé Yves Daudet il y a un instant et comme on l'a dit hier aussi, l'Institut, d'une certaine manière, a porté l'Académie sur les fonds baptismaux et d'ailleurs dans le livre du 150e anniversaire de l'Institut, l'épisode est rappelé avec insistance et il y a plusieurs articles insistent sur les liens entre l'Académie et l'Institut.
L'Institut est né à Gand le 8 septembre 1973, donc il célébrera cette année du 27 août au 2 septembre, non pas son 100e, mais son sesquicentenaire, son 150e anniversaire dans la douceur angevine. La ville d'Angers est, disent les sondages les plus sérieux, la ville de France où il fait le meilleur vivre. L'Institut a été fondé par 10 illustres, en tout cas à l'époque, internationalistes, parmi lesquels Calvo, Bluntschli, et puis bien sûr Tobias Hasser, dont il a été beaucoup question hier, qui a donné son nom à un autre institut et à une autre académie, qui se consacre aussi respectivement à la recherche appliquée et à la réflexion, y compris critique, sur les évolutions du droit international et à son enseignement. Et ceci est également, ceci se passe aussi dans cette bonne ville de La Haye qui se proclame à juste titre capitale du droit international et qu'on a qualifié hier de Mecque du droit international. La présence de l'Institut ce colloque est une illustration de ce que je crois être la complémentarité entre nos deux institutions. L'Institut est plutôt centré sur la recherche appliquée, en ce sens qu'elle débouche sur des résolutions qui ont vocation à orienter l'action internationale des États. L'Académie l'est davantage sur l'enseignement, mais depuis 1957, elle anime aussi le Centre d'études et de recherche en droit international et en relations internationales, qui offre à de jeunes chercheurs l'opportunité de mener en commun des recherches utilement publiées sur des thèmes sur des sujets que je trouve en général très porteurs. Autre point commun à nos deux institutions, la ou l'interdisciplinarité, interdisciplinarité quand même limitée, interdisciplinarité juridique et même purement internationaliste, nous disons bidisciplinarité, puisque les deux institutions sont ouvertes l'une et l'autre au droit international public comme au droit international privé. D'ailleurs, les 10 fondateurs de l'Institut cumulaient en général des compétences dans ce que nous avons trop tendance, à mes yeux, à considérer comme deux disciplines distinctes. Et cette séparation est apparente lorsqu'on pense aux 2 sessions des cours d'été de l'Académie, mais elle a été en partie, sinon abolie, du moins à mes yeux heureusement atténuée avec la création en 2019 des cours d'hiver qui réunissent en une session unique les 2 branches du droit international. Et à mon avis, il s'agit d'une hybridation très féconde, de même que je trouve en général les discussions au sein de l'Institut sur les projets de résolution qui portent sur des thèmes de droit international privé enrichissantes, même pour un internationaliste assez purement publiciste. Et on s'aperçoit que de nombreux sujets ne peuvent être vraiment couverts par les internationalistes que si on les aborde sous les 2 angles. Autre complémentarité entre nos 2 institutions, et dans le même esprit, les langues. Comme l'Institut, l'Académie a commencé par être exclusivement francophone, et puis, comme lui, elle a progressivement pris le train de l'anglophonie, mais sans renier la langue de Montesquieu, de Jules Badevant ou de Paul Reuter. Mais à mes yeux, ce n'est pas le plus important, ou plutôt ça ne l'est, ce problème linguistique ne l'est que parce que ça implique dans une large mesure des interactions entre les approches civilistes et de common law. Et ceci, je crois, est aussi un grand enrichissement. Et encore un autre point commun entre nos 2 institutions, les efforts que je trouve plutôt réussis, même s'il reste beaucoup à faire, qu'elles font pour se diversifier à plusieurs points de vue, au point de vue du genre, au point de vue des origines géographiques, au point de vue des nationalités, au point de vue des sensibilités juridiques, même si je me demande parfois s'il y a une
d'énormes différences entre les sensibilités dès lors que tout le monde vient des mêmes universités centrales. Avant de dire quelques mots très rapides sur le thème du colloque qui nous réunit, permettez-moi d'égrener quelques-uns de mes bons souvenirs liés à l'Académie. Ils remontent à loin. J'ai participé 3 fois comme étudiant à la session de droit international public. La première en 1967, durant laquelle j'ai suivi le cours général de Jennings. Je ne crois pas que j'en ai tiré la substantifique bonne, j'étais trop tendre en droit international. Et puis en 1968, je suis parvenu, parce que je faisais la Révolution à Paris, mais retour à La Haye en 1969 avec 2 immenses cours, le cours général donné par Wolfgang Friedmann et celui de Prosper Veil, formidable et discutable, sur les contrats passés entre un État et un particulier, qui est un cours assez visionnaire. Et puis de nouveau, je suis revenu en 1971 et j'ose à peine l'évoquer parce que je dois avouer que je venais en visiteur libre et clandestin et que je n'avais pas payé Bon, on me connaissait, alors on me laissait passer. Puis on entrait dans l'enceinte du Palais de la Paix sans les interminables et à mes yeux très excessifs contrôles actuels. Et ce premier contact en 71, premier contact ébloui avec Roberto Ago. Et puis j'ai noué durant ces 3 sessions des amitiés durables avec des mordus de droit international, comme je l'étais déjà. Je pense en particulier à Raymond Ranchef, qui est resté un ami depuis la session de 1969. Et vraiment permettre des contacts est sûrement l'une des plus belles réussites ou des plus belles retombées, je dirais, des cours donnés dans cette enceinte. L'enceinte de mes souvenirs était assez différente de celle dans laquelle nous nous trouvons, de la salle dans laquelle nous nous trouvons. Et malgré le temps passé, malgré les différences de génération, d'âge, je veux dire qu'hier, je me suis complètement reconnu dans les propos très talentueux de Suzanne Zhu et d'Apelin Cohagen-Zaoudek d'hier après-midi. Ils ont le même ressenti de leur expérience à l'Académie que celui que je garde d'il y a quand même beaucoup d'années. Deuxième épisode de mes relations avec l'Académie, la direction en 1985 des séminaires en langue française et les contacts respectueusement amicaux que j'y ai noués avec Manfred Lachs et de nouveau Roberto Ago, ainsi que la rencontre de brillants étudiants dont certains sont restés des amis. Ce n'est qu'en 2007 que les relations ont repris, grâce aux propositions du curatorium et d'Yves Daudet, alors secrétaire général, de faire une conférence inaugurale, et puis en 2018 de donner le cours général, une expérience fructueuse, même si elle est hardie, mais j'avoue que je ne l'avais pas abordée par ma faute dans les meilleures conditions. Tout cela, mesdames et messieurs, pour dire combien j'ai apprécié mon long compagnonnage en montagne russe avec la maison qui nous accueille aujourd'hui, et c'est pour moi l'occasion de lui exprimer ma reconnaissance. J'y suis, je voudrais aussi dire que j'ai aussi beaucoup de reconnaissance pour la grande maison voisine, grâce à laquelle j'ai beaucoup appris, je suis très admiratif des juges qui, tout au long d'une quarantaine d'années maintenant, subissent avec stoïcisme, mais quelquefois trop longues plaidoiries. Indiscutablement, l'Académie, comme l'Institut, est en première ligne pour assurer la défense et la promotion des droits internationaux, donc publics et privés. Et ils en ont bien besoin, ils en ont cruellement besoin, surtout le droit international public, dans la distinction dans la mesure où la distinction public-privé a un sens. Bon, je sais bien, dans les circonstances dans lesquelles nous nous réunissons, il faudrait être consensuel, il faudrait se réjouir des progrès du droit international. Il faudrait être poliment protocolaire, ce qui n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais de toute façon, ça me paraît bien difficile. Ça me paraît bien difficile alors que la guerre fait rage à 2000 kilomètres d'ici. Et ce n'est pas parce qu'elle est proche que cela pose problème. Mais c'est parce que, comme toute guerre d'agression, elle est hors la loi,
elle inflige à l'humanité d'indicibles souffrances. Ça me paraît bien difficile alors que les inégalités entre les peuples et entre les êtres humains s'accroissent, en tout cas elles ne cessent pas. Ça me paraît bien difficile alors que les droits de l'homme, les civils et politiques comme les économiques, sociaux et culturels, sont remis en cause un peu partout au nom de particularismes qui en nient l'universalité. Ça me paraît bien difficile alors que la vie sur Terre, foyer de l'humanité, est menacée par la surexploitation de ses ressources et leur confiscation par des minorités cupides. Pour dire la vérité, mesdames et messieurs, un pudique silence sur tout ceci ne me paraît pas difficile. J'en suis venu à penser à estimer que c'est impensable. Il faut affronter les défis, il faut s'inquiéter des dérives, il faut les dénoncer, il faut mettre les pieds dans le plat. Le temps n'est pas, ne devrait pas être aux atermoiements et aux politesses académiques ou de salon. Et je pense que plus que jamais, les juristes et leurs institutions doivent se garder de la lâcheté baptisée neutralité politique. J'espère de tout cœur que ce beau colloque auquel nous sommes conviés, dont le programme fait, je crois, très honnêtement, très remarquablement le tour des défis auxquels notre droit international est affronté, sera l'occasion de débats moins feutrés que ceux auxquels nous nous prêtons trop souvent. Jean-Marc Touvenin nous a appelés hier à faire preuve d'esprit critique. Et je crois que si c'est le cas, ce colloque n'en sera que plus intéressant et utile. L'Académie est bilingue, donc thank you very much. Bonjour à tous. Conformément à la tradition bilingue, ici à l'Académie et aussi à la Cour, j'ai pensé commencer mes remarques en français, mais en tant qu'unique anglophone ici, sur ce podium, et comme Peter Truboff l'a dit hier, pour protéger la langue française, je vais continuer en anglais. Ceci dit, je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général. Je remercie le professeur Palais également pour les remarques qu'il vient de faire. Excellences, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, c'est vraiment un honneur pour moi que de participer à ce colloque qui célèbre le centenaire de l'Académie de droit de la Salle de La Haye. Nous nous retrouvons pour célébrer ce 100e anniversaire. Je rappelle que les institutions judiciaires que sont les corps mondiaux sont également en train de célébrer un centenaire, parce que quelques semaines avant l'inauguration de l'Académie de La Haye, en 1923, la Cour permanente avait, elle, rendu son premier arrêt au fond dans son affaire concernant le SS Wimbledon. Donc, deux événements, et on peut dire que l'Académie et la Cour sont des institutions jumelles, et donc elles partagent un patrimoine commun. Elles sont liées au droit international et elles adhèrent tous les deux à une tradition qui est le bilingualisme, et que, professeur Pellet, je dois dire que c'est une tradition qui va beaucoup plus profond que cela, parce que c'est aligné avec ce dont nous avons besoin pour pouvoir prendre en compte à la fois la tradition de civil law et de common law. Alors, des institutions sœurs, ou plutôt des jumeaux, qui sont quand même différents à bien des égards. Et c'est à cause de ces différences que ces deux institutions peuvent se compléter l'une l'autre pour tenter de contrer les difficultés, les problèmes de notre monde moderne. Alors, dans quelle mesure est-ce que ces institutions entreprennent leur travail vous avez un espace stratégique limité, notre champ de travail est limité par le statut de la Cour et par son règlement également, alors que
la tradition de l'Académie, se fait en toute liberté. L'Académie bénéficie de cette liberté. Elle peut le faire puisqu'elle se trouve, elle a son siège dans un État qui célèbre la liberté. Quelques exemples de ce qu'impliquent ces conséquences. Tout d'abord, la Cour ne peut pas la liberté de choisir les thèmes sur lesquels elle doit se prononcer. Il faut qu'elle se prononce sur des questions qui lui sont posées par des États ou par des agences ou organes des Nations Unies. Par exemple, on me demande toujours quelle est la contribution de la Cour au droit de l'espace ou encore quelle est notre jurisprudence par rapport à la cybersécurité. Je vois la déception s'inscrire sur le visage de ces personnes. Je dis, mais jamais ces questions n'ont été portées devant la Cour. J'explique alors que nous devons nous tenir prêts à nous pencher sur toutes les questions de droit de sol, mais que nous ne fixons pas notre propre ordre du jour. Alors que, comme l'a dit l'ancien secrétaire général, à l'occasion du 50e anniversaire, l'Académie, elle, jouit un double rôle de révélation. Elle fait l'inventaire, elle rationalise ce qui se fait sur le plan de droit de sol et explore les sujets qui sont d'actualité. Le cours qui a été fait par le juge Lax en 64 sur le droit de l'espace extra-atmosphérique tombe dans cette catégorie puisque cette cours reste quand même tout à fait pertinente pour les gens qui s'intéressent à ce sujet, même si il n'a encore jamais fait l'objet de délibération devant la Cour. Lorsqu'un pays des parties présentent deux points de vue différents à la Cour sur une question de droit, la Cour doit répondre à la question, ce qui, bien sûr, ne surprendra personne. Lorsque vous avez des juristes éminents qui ont une expérience longue, c'est pas forcément facile de se mettre d'accord. C'est toujours difficile d'arriver à un accord général sur tel ou tel dispositif, paragraphe du dispositif. Parfois, vous avez une certaine opacité qui flotte sur le raisonnement de la Cour, et c'est pour ça que on a recours à une rédaction confiée à des experts. Parfois, il n'est pas possible non plus de répondre à toutes les questions de droit sur lesquelles les parties sont en désaccord pour que la Cour puisse rendre son arrêt. Lorsque le CJ parvient à une décision sans pouvoir répondre à toutes les questions de droit qui se posent, on entend parfois une certaine déception de la part des commentateurs, des universités d'enquête, et lorsque la Cour tranche au fond, elle doit accorder la priorité à cette tâche-là qui est de rendre un jugement, un arrêt, même si toutes les questions qu'ont posées les parties ne sont pas forcément trouvé une réponse ou qu'on laisse de côté des points qui seront éclaircis par la suite. Au cours de ma carrière, j'ai constaté que les discussions sur des points de droit contestés perdent certaines de leurs richesses lorsqu'il s'agit de se mettre d'accord sur un texte particulier, qu'il s'agisse d'une décision de justice ou encore d'un texte de traité. Les participants font recours à ce qu'on appelle l'ambiguïté constructive et c'est du mal à éviter les questions brûlantes. Lorsqu'une question s'est visée à l'Académie, c'est pas la même situation. Cette institution-là n'est pas liée par cette camisole de force. J'entends par là la nécessité de produire un texte contraignant. L'Académie a plus de choix. Le curatorium s'efforce en effet de choisir des sujets, des thèmes qui reflètent ce que le professeur Daudet a appelé la gamme la plus large de points de vue et d'idées. Autre différence entre les institutions, c'est la conséquence que la CIJ est à la fois une juridiction de dernière instance et de première instance. Elle doit se prononcer sur le droit, mais doit de la même façon trancher des différends quant aux faits. À l'Académie, au contraire, les professeurs et les étudiants sont libres de faire des analyses générales. Ils ne sont pas censés appliquer le droit à telle ou telle circonstance. Après avoir étudié, disséqué des sujets comme la quantité de sel dans un fleuve ou comment quantifier des dommages causés par un conflit de vaste envergure. Parfois, à l'Académie, on a le luxe de pouvoir réfléchir à des questions abstraites. Mais ceci est modéré par ma conviction que l'application du droit aux faits jette de la lumière sur de nouveaux problèmes, de nouvelles questions, ce qu'on ne peut pas faire lorsqu'il s'agit de
forger une règle. J'ai été formée en common law où le droit est évalué par la mise en la comparaison entre différentes situations de fait, parce que les conclusions exprimées dans les arrêts de la Cour émergent à partir d'un processus où l'on considère à la fois les faits et le droit. Nous avons la chance et la difficulté de pouvoir formuler du droit qui dépasse des propositions juridiques parfois trop étroites ou au contraire trop vastes. Vous voyez que les mandats de la Cour et de la CADEMie ne sont pas les mêmes. Et ce qui fait que ces deux institutions jumelles jouent un rôle distinct mais complémentaire pour répondre aux défis du droit international. Des sujets qui étaient choisis pour la raison pour laquelle nous avons des sujets assez vastes à ce coup. Les États, les organisations essaient d'atteindre des objectifs assez importants, mais on sait qu'il y a une certaine frustration lorsqu'on voit des obstacles être soulevés aux Nations Unies, à l'Assemblée générale et beaucoup de questions où on ne peut pas vraiment progresser à New York sont portées devant la Cour. La Cour peut faire jouer son rôle tout en se limitant à l'espace qui lui est aménagé par le statut et parallèlement, nous pouvons être confiants que l'Académie va profiter de sa position qu'elle assume pour synthétiser le droit, pour anticiper la résolution de questions brûlantes et c'est important de former des générations de juristes parce que ce sont sur leurs épaules que reposera le fardeau. Je vous remercie de votre attention. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Excellences, chers collègues, c'est très compliqué de prendre la parole après de telles autorités. Je vais être très simple et présenter le concept de ces journées. Le titre du colloque, vous l'avez noté, c'est « Les défis du droit international au tournant du centenaire de l'Académie de droit international de La Haye ». Et vous avez vu que le programme est plutôt bien fait. On a une partie en français et l'autre côté en anglais. Petit tour de passe-passe. Alors, c'est un thème que nous avons choisi comme étant tourné vers les questions clés du monde contemporain, de ce moment, et peut-être des années à venir, et ce qui a paru pertinent alors que nombre de travaux sont maintenant tournés vers le passé, vers un passé que l'on revisite. Bien, nous avons choisi d'essayer de réfléchir au présent et peut-être à ce qui nous attend et à ce que l'on doit faire. Alors, riche de son expérience centenaire, l'Académie s'est attachée à faire apparaître ces tendances fortes du droit international, tendances peut-être irrépressibles du droit international. Moi, je crois qu'elles sont irrépressibles. Je sais qu'on peut avoir quelques doutes, qu'on peut être très fâché, pour dire le moins, des événements actuels. Une partie du monde est assombrie par, j'appellerais, des délires impériaux. Mais tout de même, je pense que les délires passent et que les tendances que nous allons discuter aujourd'hui sont irrépressibles. Mais peut-être que les discussions me démentiront. Ce matin, nous parlerons de cette belle notion d'intérêt public. L'intérêt public du point de vue du droit international. A-t-elle un sens en droit international? Comment est-elle pertinente pour les internationalistes? Avec 3 tables rondes. L'intérêt public, je l'ai en anglais, et je ne vais pas faire cette erreur. L'intérêt public en droit international, suivi d'intérêt public et litige, et intérêt public et interprétation des traités. Ce sont des tables rondes, vous l'aurez vu, habitées par des grandes voix du droit international. D'ailleurs, pendant ces 2 jours, vous n'entendrez que des grandes voix du droit international, des voix qui ont d'ailleurs déjà résonné dans cet auditorium ou dans la période précédente, dans l'autre bâtiment que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'il a été démoli. Il reste des photos, mais je crois qu'on est très content que ce bâtiment ancien ait été remplacé par celui-ci. Donc ce matin, intérêt public et droit international, nous verrons nous entendrons ces 3 tables rondes qui seront modérées par, là encore, des grandes personnalités qui ont été choisies pour leur rudesse, leur sens du timing,
leur sens de la montre. Et bien entendu, comme la matinée est très dense, très riche, il leur reviendra de discipliner les orateurs et de faire en sorte que vous qui êtes là puissiez prendre la parole et peut-être interpeller les orateurs pour dire ce que vous avez pensé de leurs travaux, puisque nous avons publié, vous l'avez vu en ligne, ce que j'ai appelé dans un clin d'œil les travaux préparatoires. Nous n'adopterons pas de résolution à la fin de ce colloque, mais nous essaierons d'avoir des pensées plus claires grâce à ces travaux préparatoires et à ces discussions. Cet après-midi, après un déjeuner qui vous sera servi dans le foyer, donc un light lunch, comme on dit en anglais, je ne sais pas s'il y a une vraie traduction en français, c'est un déjeuner sur le pouce. On dirait déjeuner sur le pouce, ce qui permettra de revenir assez vite dans l'auditorium dès 14 heures. Peut-être qu'on fera une petite exception, je ne sais pas. Ça dépendra du retard pris ce matin à cause de moi. Nous reviendrons pour parler de l'humanisation du droit international public, ou plutôt, pardon, l'humanisation du droit international. J'ai fait cette erreur exprès pour bien appeler votre attention sur le fait que dans ce programme, il y a des thèmes de droit international public et des thèmes de droit international privé. Et vous l'avez bien compris, ce programme a d'ailleurs été fait, bien entendu, par le juge Tomka, en partie par moi dans le phrasé. Vous aurez vu que le deuxième jour, vous avez une session qui s'appelle le droit international, le droit applicable à l'arbitrage pardon. Vous avez une session qui s'appelle voilà, c'est ça, le droit applicable à l'arbitrage international sans point d'interrogation. Alors que tous les autres thèmes de demain sont formulés avec un point d'interrogation. Vous aurez compris que je ne suis pas privatiste et n'ai pas eu la puissance intellectuelle pour formuler cette table ronde sous forme d'un point d'interrogation, mais naturellement, les intervenants formuleront les questions pertinentes. Cet après-midi, l'humanisation, donc, avec 3 tables rondes, l'humanisation du droit international public à travers ses règles, l'humanisation du droit international public en pratique et l'humanisation du droit international privé. Là encore, des grandes voies du droit international, là encore, des modérateurs qui ont des consignes strictes de maintenir le temps. Demain, le colloque continue naturellement autour d'un concept un tout petit peu différent qui consiste à revenir sur des questions clés qui ont été traitées par l'Académie à travers son centre d'études et de recherche. Le centre d'études et de recherche est tout de même, je crois, un outil, un instrument, un organe essentiel de l'Académie dans lequel, vous le savez, des experts, des professeurs encadrent des jeunes chercheurs, des jeunes juristes pour réfléchir à des questions actuelles et formuler dans des livres qui, je crois, deviennent des livres indispensables, l'état de la réflexion du droit international, des internationalistes sur les questions retenues. Et vous aurez vu que ces questions sont celles qui interrogent, celles que Alain Pelé, je crois, a évoquées comme étant celles auxquelles on doit s'attaquer désormais et sérieusement, et pas avec retenue. La finance mondiale doit-elle et peut-elle être soumise au droit international ? Le droit international applicable à l'arbitrage, là encore, on verra demain comment la professeure Judita Corderomos formule cela sous forme d'une question plus précise que moi. Que pouvons-nous attendre des inspections internationales? Y a-t-il là une piste utile pour améliorer l'effectivité du droit international? L'extraterritorialité doit-elle et peut-elle être contenue? L'espace atmosphérique peut-il être res communis? Le droit international peut-il aider à faire face aux pandémies? Est-ce qu'avec un texte, on peut se protéger de la maladie? Peut-être d'une certaine façon. Et enfin, adaptation du droit international au changement climatique vers une réinitialisation globale. Et nous terminerons finalement sur une question, sur une nouvelle dynamique du droit international. Il y a très peu de temps, le Collège de France a organisé sous la direction de la professeure Laurence Boisson de Chazourne un magnifique colloque consacré aux défis actuels que pose la problématique environnementale. Et on s'est aperçu en entendant les orateurs qu'il y a désormais une tendance à l'environnementalisation du droit international, au-delà même de l'humanisation. Et peut-être que ce dernier panel nous éclairera sur cette dynamique. Je remercie tous les amis de l'Académie, toutes ces grandes voix qui ont accepté de consacrer du temps à préparer
séjourner, à être là. Je dois dire que l'Académie est une institution exceptionnelle. Quand son secrétaire général écrit à ces grandes voix qui sont inondées d'emails, ils vous répondent dans les 5 minutes. Oui, je serai là. Un grand merci à tous. Je vais donc m'effacer pour désormais devenir un étudiant, comme nos auditeurs durant les étés. Et j'appelle donc à ce podium, sans tarder, la première table ronde qui sera modérée par le professeur Yves Daudet, qui montrera l'exemple aux autres. J'appelle le professeur Robert Kolb, le professeur Rudiger Wolfrum, le professeur Bimbingia et la professeure Yuko Nishitani, tout en remerciant infiniment la présidente d'ONOYU et le professeur Pellet, le président Pellet, pour leur magnifique exposé.